République démocratique du Congo, on sait enfin qui succède à Augustin Matata Ponyo au poste de Premier ministre. Sami Badibanga, membre de l'opposition, vient d'être nommé. Les retraits des pays africains de la Cour pénale internationale sont au cœur des discussions à la 15e Assemblée des États partis au statut de Rome. Les assises ont lieu du 16 au 26 novembre. Nouvel épisode dans le contentieux électoral au Gabon. À l'origine, un rapport des observateurs de l'Union africaine tombé aux mains de journalistes. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue au Journal du Soir sur l'Africaine des télés. Le président centrafricain a défendu ce jour à Bruxelles son plan pour le redressement de son pays. Plus de 3 milliards de dollars avaient été sollicités par Faustin Archange Touadéra pour mener à bien son projet sur 5 ans. À travers son exposé, il a pu convaincre déjà des donateurs qui lui ont promis une aide financière de 2 milliards 200 millions de dollars sur 3 ans. Et puis, en République démocratique du Congo, le Premier ministre de la République est désormais connu. Il s'agit de Sami Badibanga, député à l'Assemblée nationale congolaise et membre fondateur de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Le nouveau Premier ministre est également le président du groupe parlementaire UDPS et allié. Découvrons le parcours de cette figure bien connue de la sphère politique congolaise dans cet élément que nous propose Axel Eman Abalo. Sami Badibanga est désormais le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Une nomination qui émane du fruit d'un accord politique entre le président et une frange de l'opposition qualifiée de minoritaire. Né en 1962 à Kinshasa, Sami Badibanga est un homme politique congolais. Député national depuis 2011 à l'Assemblée du Parlement de la République démocratique du Congo, il siège à la Commission des ressources naturelles jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre ce jeudi 17 novembre. Membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès, Sami Badibanga a été près d'une dizaine d'années collaborateur direct du président Étienne Tshisekedi. Chargé de la stratégie diplomatique au sein du parti en passant par la communication et directeur de campagne, l'homme a occupé plusieurs postes au sein du parti de son mentor politique avant d'être rejeté par Étienne Tshisekedi après avoir siégé au Parlement en 2011 contre la décision du parti. Une élection que le leader de l'opposition congolaise avait qualifiée de frauduleuse. Membre fondateur de l'IPDD, entendez, Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie et président du groupe parlementaire UDPS, Badibanga reçoit toujours le soutien de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, dans son action d'opposition parlementaire. Diplômé en premier lieu de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, il l'est ensuite de l'école du Haut Conseil du Diamant d'Anvers et de l'International Gemological Institute d'Anvers. Il commence sa carrière en 1986 en tant qu'administrateur délégué, puis devient en 1995 administrateur délégué d'une société détentrice de plusieurs permis de recherche minière en République démocratique du Congo. Âgé de 54 ans, Sami Badibanga est marié et père de plusieurs enfants. Allons à présent en Côte d'Ivoire où le procès de Simone Gbagbo se poursuivra en son absence. C'est la décision prise hier par le président du tribunal d'Abidjan. Accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancienne première dame aura désormais des avocats commis d'office. Reportage Christelle Legoton. Simone Gbagbo a décidé de ne plus se présenter à son procès. Le président du tribunal a conclu de poursuivre le procès sans elle. Ce mercredi, le constat est bien effectif. La place réservée aux accusés était une fois encore vide. Depuis plusieurs séances, Simone Gbagbo refuse d'assister à son procès pour protester contre la non-comparution de certains témoins. Il s'agit de l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou ou l'ex-ministre Charles Kofi Dibi. Pour Ali Yewo, procureur général du tribunal, ce n'est qu'une mise en application de la loi ivoirienne permettant aux juges de faire comparaître ou non un accusé. Cette loi estime que si la présence d'un accusé n'est pas nécessaire de s'en passer. Ali Yewo déclare, je cite, « C'est elle qui a décidé de ne pas comparaître. On peut très bien se passer de sa présence. Elle s'est longuement exprimée, ses avocats aussi. » Fin de citation. Mais l'avocat de l'ancienne première dame n'est pas de cet avis. Il réclame justice. Ce que nous demandons, ce n'est que justice. Nous demandons à réparer les fautes graves de la justice ivoirienne qui n'a jamais entendu les acteurs des faits. Comment vous pouvez imaginer que c'est Mme Gbagbo qui a envoyé les acteurs des faits alors que les acteurs des faits ne vous ont jamais dit que c'est Mme Gbagbo qui les a envoyés? Mais si la défense de Mme Gbagbo ne participe pas à ce procès n'est plus crédible. Âgé de 67 ans,
Simone Gbagbo est jugée à la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles. Ces crimes ont été commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 ans. Et puis, je l'annonçais en titre, les Pays-Bas accueillent depuis mercredi la 15e Assemblée générale des États partis au statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Une réunion au cours de laquelle plusieurs sujets seront abordés, notamment la vague de retrait des pays africains de cette juridiction internationale. Juliette Hézy. La place de la Gambie est restée désespérément vide à l'ouverture de la 15e Assemblée des États partis au statut de Rome aux Pays-Bas. Le Burundi ainsi que d'autres pays africains n'ont pas envoyé de représentants non plus pour ce rendez-vous. Un rendez-vous annuel de l'agenda de la CPI qui a démarré ce mercredi. Même si les débats tourneront autour de 2 points essentiels que sont le bilan des activités de l'instance judiciaire internationale et la validation de son budget, certains membres de la Cour émettent déjà des regrets sur le départ de ces 3 pays africains. Parmi eux, le président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, Sidiki Kaba, ministre de la Justice du Sénégal, qui y voit une expression de souveraineté de ces États. Aujourd'hui, un puissant sentiment d'injustice traverse le continent africain, dont beaucoup de ressortissants perçoivent la CPI comme l'expression de l'impérialisme judiciaire qui veut punir ses dirigeants patriotes et panafricanistes. Fatou Bensouda, en prenant la parole, a émis des regrets tout en évoquant le malaise des pays africains vis-à-vis de la Cour. Selon elle, ces 3 départs africains éloignent le monde d'une justice planétaire universelle. C'est une préoccupation évidente de la Cour depuis que des critiques très fortes émanent du continent africain contre une justice qu'on estime néocolonialiste. Un fait que Fatou Bensouda a dénoncé hier tout en accusant les États-Unis d'avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan. Une manière pour la procureure de la CPI de notifier à ces pays de ne pas partir. Au même moment que certains annoncent leur retrait, d'autres pays comme le Chili et les Pays-Bas ratifient les amendements relatifs aux crimes d'agression du statut de Rome. Cette 15e Assemblée des États partis de la Cour pénale internationale prend fin le 26 novembre prochain. Et puis, les chefs d'État et de gouvernement africains ont tenu mercredi dernier une réunion en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat à Marrakech. Un sommet initié par le souverain marocain Mohamed VI pour défendre les intérêts des pays africains dans la lutte contre le changement climatique et démontrer l'engagement du royaume chérifien sur le continent. Les explications de Moura Onias Gaba. Les pays africains veulent désormais parler d'une seule voix pour contrer les menaces des changements climatiques sur le continent africain. Ils étaient à cet effet, une trentaine, à se retrouver autour de la table ronde ce mercredi à Marrakech pour défendre leurs intérêts dans ce sens. Une initiative au-dessous diplomatique du roi marocain Mohamed VI en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat pour réaffirmer l'influence du royaume chérifien en Afrique. Il s'agira désormais pour les pays africains qui sont les plus exposés de réclamer aux grandes puissances des soutiens financiers et techniques dans l'élaboration des plans pour permettre au continent de contrer efficacement l'effet des dérèglements climatiques. À ce titre, les chefs d'État et de gouvernement étaient à ce sommet avec leurs différents projets, notamment la création d'une muraille verte, le sauvetage des bassins du Congo et du Tchad ou le développement des énergies renouvelables. Des projets qui répondent à une préoccupation commune pour tous les Africains. Ces différentes priorités fixées lors de ce sommet devront être prises en compte par les fonds consacrés au climat. Aussi seront-elles soumises au sommet de l'Union africaine qui se tiendra en janvier prochain pour approuver leur financement. Les grandes puissances, notamment la France et les États-Unis, dans une intervention précédant ce sommet africain, ont confirmé leurs engagements à venir à bout des attentes des pays africains. La priorité, c'est l'accès à l'énergie. L'Afrique représente 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la demande d'énergie. D'où l'initiative que nous avons lancée pour les énergies renouvelables. 10 milliards d'euros additionnels par rapport au financement existant ont été annoncés d'ici à 2020. Les chefs d'État ont convenu au terme de ce sommet d'une déclaration commune fixant leurs priorités climatiques. Elle devra être exécutée par le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby.
Nouveau rebondissement dans le contentieux électoral au Gabon. Un rapport des observateurs de l'Union africaine remettrait en cause les résultats de la présidentielle dans la province du Rotogwe et dans la capitale Libreville. Plus de détails avec France Kadia. Le doute sur les résultats de la présidentielle gabonaise prend une nouvelle dimension. Un rapport de la mission d'observation de l'Union africaine conforterait la position de ceux qui estiment que le scrutin du 27 août dernier est entaché d'irrégularité. Ce document tombé aux mains des journalistes serait presque similaire au définitif. Un document dans lequel les observateurs expriment leurs doutes sur les résultats de la province du Haut-Ogoué et ceux de Libreville, chef-lieu de la province de l'Estuaire. Cette interrogation relèverait entre autres du fait que les procès-verbaux soient bien lisibles, bien rédigés et bien ordonnés. Ce qui serait, selon les écrits des juristes mandatés par l'Union africaine, invraisemblable. Dans les autres provinces, les exemplaires des procès-verbaux sont mal remplis, non signés, incomplets ou encore surchargés. L'absence dans le Haut-Ogoué et à Libreville de ces anomalies habituellement observées lors des scrutins dans plusieurs pays éveillerait donc les soupçons des experts. Ce document de 3 pages fait surface au moment où l'opposition gabonaise continue de rejeter la réélection de Ali Bongo à la tête du pays. Le candidat porté par une coalition de l'opposition, Jean Ping, se dit prêt à mener son combat jusqu'au bout. Selon lui, il aurait reçu le soutien des pays occidentaux qui l'inciteraient à tout mettre en œuvre pour établir la légalité du vote. Jean Ping, actuellement absent de son pays, promet de revenir bientôt dans le but de présenter à ses concitoyens un rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur le scrutin auquel il a participé. Ce rapport, qui militerait largement en sa faveur, vient ainsi conforter sa position à ne pas prendre part au dialogue annoncé par le président Ali Bongo. Au même moment, certains de ses alliés comme René Ndemezo Obiang et Casimir Oyemba ont clairement exprimé leur intention de participer à ce dialogue que propose le pouvoir. Et enfin, le reste de l'actualité sur le continent pour le compte de cette édition, c'est à travers l'Afrique en bref, une compilation de Childéric Carlos Sesso. L'affaire qu'il convient d'appeler alcool frelaté meurtrier au Cameroun connaît des avancées. Les premiers résultats des enquêtes renseignent après analyse que ce produit contient du méthanol, un liquide incolore très toxique. Les populations camerounaises, notamment celles de la commune de Mendourou, ont comme à leur habitude ingurgité l'odontol non attribué à ce produit très prisé dans l'est du Cameroun. Après consommation suivie entre autres de vomissements, maux de tête, cécité, 19 personnes sont décédées et 27 toujours hospitalisées selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère camerounais de la communication. L'odontol, très moins cher sur le marché, est le fruit d'une fabrication artisanale à base de vin de palme, du sucre et d'une écorce d'arbre. Après cet incident, le préfet du département du Haut-Yong a pris un arrêté interdisant la commercialisation de ce produit. En Côte d'Ivoire, la mort d'un jeune a provoqué un affrontement entre policiers et jeunes. Le regretté n'était pas le seul abattu par les gendarmes. Tout serait parti d'un contrôle de routine mercredi qui a dégénéré. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Yamoussoukro a été le théâtre de violents combats. Des tirs nourris ont été entendus de 21h jusqu'à 2h du matin aux alentours du commissariat du 2e arrondissement, si au quartier d'Ioulacro. Menus d'armes à feu, gourdins et armes blanches, ces jeunes ont voulu venger leurs camarades. En Ouganda, un réseau d'arnaqueurs a été démantelé. Sam Semboa, chef du réseau, et ses alliés sont soupçonnés d'escroquer une société polonaise d'armement. Tout serait parti d'un contrat fictif de 12 millions d'euros signé avec la société sur la base d'un faux appel d'offres du ministère ougandais de la Défense présenté par le mis en cause qui se serait fait passer pour un mandataire du ministère de la Défense. Dans le contrat, le cerveau de la bande fait la commande des véhicules blindés, des véhicules de transport de troupes, de l'équipement anti-émeute et des pièces d'artillerie au profit de l'armée ougandaise. Sam Semboa a été interpellé ce jeudi après avoir encaissé 520 000 euros de la part de la société polonaise. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur l'Africaine des télé.